Il est un regard qui dure depuis 4500 ans, immobile, indifférent au changement des dynasties, à la naissance et à la chute des empires, au pas des légionnaires et au bourdonnement des villes modernes. Tel est le regard du grand sphinx de Gizeh, sculpté dans un seul bloc de pierre à l'aube de la civilisation humaine. Il a vu le soleil dorer les premiers sommets des pyramides d'un blanc éclatant, alors encore neuves. Il a accompagné les barques funéraires des pharaons lors de leur ultime voyage vers l'ouest, vers le royaume des morts. Et il a aussi accueilli les premiers philosophes grecs, cherchant à percer son mystère silencieux. Nous nous tenons sur un plateau où l'air lui-même semble imprégné d'éternité. Ici, au pied des colosses, le temps s'écoule autrement. La pyramide de Képhren, dont on dit que le sphinx porte la forme calcaire, perce le ciel de sa géométrie rigoureuse. Non loin de là se dresse le tombeau de son père, Khéops, la seule des 7 merveilles du monde à avoir survécu. Mais le sphinx est différent. Ce n'est pas un tombeau, c'est un gardien, c'est un mystère incarné. Sa naissance n'est pas un acte de construction, mais de libération. Imaginez la falaise de calcaire laissée dans une carrière après l'extraction des blocs gigantesques nécessaires à la construction des pyramides. Les tailleurs de pierre de la 4e dynastie voyaient en cette imperfection naturelle non un obstacle, mais une opportunité. Des dizaines de milliers de mains, armées de ciseaux de cuivre primitifs et de lourdes boules de diorite, ont enlevé la roche excédentaire couche après couche. Ils n'ont pas empilé les pierres, ils ont taillé tout ce qui n'était pas le sphinx. Ce fut une tâche titanesque qui dura des années sous un soleil de plomb. Ils ont révélé le corps d'un lion, symbole de puissance royale, et ont donné à la roche les traits de leur souverain, le pharaon Képhren, un dieu vivant sur terre. Sa longueur, des pattes avant à la queue, est de 73 mètres. Sa hauteur dépasse les 20 mètres, soit l'équivalent d'un immeuble de 6 étages. Mais les chiffres ne rendent pas compte de l'émotion ressentie lorsqu'on se tient à ses côtés, celle d'être en communion avec une créature si grandiose qu'elle semble inhumaine. Mais même les dieux sculptés dans la pierre n'ont aucun pouvoir sur le sable du temps. La civilisation de l'Ancien Empire qui a créé ces merveilles s'est éteinte. La capitale a été déplacée. La nécropole de Gizeh a été abandonnée et vouée à l'oubli. Et le désert, ennemi et voisin éternel de la civilisation égyptienne, a commencé sa lente progression. Le vent a transporté des milliards de grains de sable qui, tel un fleuve d'or, année après année, siècle après siècle, ont englouti le gardien de pierre. D'abord les pattes ont disparu, puis le corps puissant du lion. Les siècles ont passé. Seule une tête gigantesque, érodée par le vent, est restée à la surface, émergeant d'une mer de sable infini. Pour les nouvelles générations d'Égyptiens, ce n'était plus le visage du pharaon créateur. C'était devenu une idole, l'image du dieu solaire Horémakheth, Horus à l'horizon. Et c'est là, dans cet oubli, que naît l'une des histoires les plus étonnantes de sa longue vie. Nous sommes aux alentours de 1401 avant J.C. L'Égypte est alors gouvernée par la puissante 18e dynastie. Un jeune prince nommé Thoutmôsis, qui n'était pas l'héritier direct du trône, chassait dans le désert. Accablé par la chaleur de midi, il s'allongea pour se reposer à l'ombre d'une tête de pierre qui se dressait seule au-dessus des dunes. Et en songe, le dieu Horémakheth lui apparut en personne, parlant à travers le sphinx. Une voix, tonitruante et ancestrale, résonna non pas aux oreilles du prince, mais au plus profond de sa conscience. « Regarde-moi, mon fils Thoutmôsis, dit le dieu. Je suis ton père,
Horemaket Keprire Atum. Je t'accorde la royauté sur les deux terres, mais exauce ma requête. Le sable du désert sur lequel je me tiens me tourmente. Libère-moi de son emprise, et je ferai de toi le Pharaon. À son réveil, Thoutmôsis interpréta ce rêve comme un signe divin. Il rassembla ses hommes et entreprit des fouilles sans précédent pour l'époque. Ils mirent au jour le Sphinx, révélant au monde toute sa splendeur pour la première fois en 1000 ans. Ils déblayèrent le sable, consolidèrent les fondations et érigèrent des murs de briques autour de lui pour le protéger de l'avancée du désert. Et le Dieu tint parole. Contre toute attente, le prince monta sur le trône et devint le pharaon Thoutmôsis IV. En signe de gratitude et pour confirmer son droit divin à régner, il fit sculpter et installer une immense stèle de granit entre les pattes du Sphinx. Cette stèle est aujourd'hui connue sous le nom de stèle du sommeil. On peut encore y lire le récit d'un rêve merveilleux et la promesse faite par le Dieu au jeune prince. Ce fut la première fois, mais loin d'être la dernière, que l'homme se battrait contre le désert pour le droit de contempler le visage du Sphinx. Thoutmôsis lui avait insufflé une nouvelle vie, l'avait ramené de l'oubli. Mais le désert est patient, son avancée est incessante. Et les sables, s'étant un temps retirés, se préparaient déjà à engloutir de nouveau le gardien de pierre, à préserver son secret pour de très nombreux siècles. La bataille ne faisait que commencer. Pour percer le mystère du Sphinx, il faut cesser de le considérer comme un orphelin perdu dans le temps. Ce titan de pierre a une famille, la 4e dynastie, une époque où l'Égypte atteignit l'apogée de sa puissance, où la volonté humaine, décuplée par la foi, déplaça des montagnes, au sens propre. Ce fut le temps des grands bâtisseurs, des pharaons dont les noms devinrent synonymes d'éternité. Khéops, Khéphren, Mykérinos. C'est ici, sur le plateau de Gizeh, parmi leurs pyramides, que le gardien silencieux trouve son contexte, son histoire, sa signature. Cette signature n'est pas gravée en hiéroglyphes sur sa poitrine. Elle est inscrite dans le paysage lui-même. Imaginez le plateau non comme un ensemble de merveilles isolées, mais comme un seul et immense complexe funéraire. Une nécropole, une cité des morts, conçue avec une précision quasi céleste, des voies sacrées, des allées pavées empruntées par les processions funéraires s'étendaient du Nil à l'est jusqu'aux pyramides à l'ouest. Et voici le premier indice, le plus convaincant. Le grand sphinx n'est pas placé au hasard. Il se dresse, tel un lion à la porte, juste à côté de l'une de ces voies, une voie qui mène du temple inférieur, dans la vallée, directement au pied de la seconde grande pyramide. Les pyramides du pharaon Khéphren. Ce n'est pas une coïncidence. Dans l'Égypte antique, où chaque pierre avait une signification sacrée, une telle proximité est un indice direct. Le monument fait partie intégrante de l'ensemble architectural de Khéphren. Mais la géographie n'est que le point de départ. Approchons-nous, touchons la pierre. Juste en face du Sphinx se dressent les ruines de 2 temples, le temple du Sphinx et le temple de la vallée de Khéphren. Ils furent construits en même temps que la statue, et ici, la géologie apporte un indice irréfutable. Les murs de ces temples sont faits de gigantesques blocs de calcaire, pesant plusieurs tonnes. D'où viennent-ils? Ils n'ont pas été transportés de loin. Ils ont été taillés sur place. Lorsque les anciens tailleurs de pierre sculptèrent le corps du Sphinx dans un seul bloc de pierre, ils creusèrent toujours plus profondément, créant ainsi un fossé profond autour de lui. Et les énormes couches de pierre qu'ils extrairent de ce fossé ne furent pas jetées.
Elles devinrent le matériau de construction des murs du temple. Le temple et le sphinx sont nés de la même chair, de la même pierre. Ils forment un seul et même projet. Le créateur du temple est aussi le créateur du sphinx. Alors, à qui appartenait ce temple? La réponse fut trouvée en 1860 par l'archéologue français Auguste Mariette. Dans le sol du temple de la vallée, dans un puits comblé, il fit une découverte incroyable, une statue, taillée dans la diorite vert foncé la plus dure, presque éternelle. Elle représentait le pharaon assis sur un trône, un faucon, le dieu Horus, protecteur du pouvoir royal, déployant ses ailes derrière sa tête. Et sur le piédestal, un nom était clairement gravé, Khéphren. Cette même statue est aujourd'hui le joyau du musée du Caire. Le pharaon lui-même, découvert dans un temple construit avec des pierres extraites lors de la création du sphinx, la chaîne des preuves est complète. Enfin, l'élément le plus évident et le plus controversé, le visage. Depuis des décennies, les égyptologues et les experts médico-légaux comparent les traits du sphinx aux représentations de Khéphren qui nous sont parvenues, notamment à sa statue en diorite. Malgré l'érosion et les dommages causés par le temps et l'homme, la ressemblance est frappante. Un visage large, presque carré, des pommettes saillantes, la forme caractéristique des lèvres et du menton, une expression royale et impassible. Il ne s'agit pas d'un portrait au sens moderne du terme, mais d'une image idéalisée d'un souverain divin. Pourtant, les experts y voient la même main, le même canon, le même prototype que dans les sculptures incontestables de Khéphren. Le visage du sphinx est celui d'un pharaon de la 4e dynastie. Beaucoup seront surpris. Pourquoi alors n'y a-t-il aucune inscription sur le sphinx lui-même pour le confirmer? Pourquoi aucun texte ancien n'affirme-t-il directement « Khéphren a construit le grand sphinx » La réponse réside dans la vocation même du monument. Il n'était pas une fin en soi. Il était un élément, une partie d'une machine colossale conçue pour assurer la vie éternelle du pharaon. Sa fonction était évidente pour les contemporains, tout comme celle d'une porte de palais leste pour nous. Pourquoi inscrire une porte? Le sphinx, avec son corps de lion, symbole de puissance, et sa tête de roi, symbole de raison et d'autorité divine, était le gardien éternel de la nécropole. Il est Or-em-Akhet, Horus à l'horizon, l'incarnation du pharaon lui-même en tant que Dieu vivant, saluant le soleil levant, symbole de renaissance éternelle. Il veillait sur la paix de son Créateur, qui reposait dans la pyramide derrière lui. Pour les gens vivant en 2500 avant JC, la réponse à la question « Qui est-ce » était évidente. Elle fut sculptée non par des lettres, mais par le paysage tout entier. Une signature non pas à l'encre, mais par un horizon entier, à jamais transformé par la volonté d'un seul homme. La signature de la 4e dynastie. Nous avons l'habitude de contempler son visage. Ces yeux aveugles qui, depuis des millénaires, fixent l'horizon, au-delà de notre vanité, au-delà des empires et des langues changeantes. Nous cherchons des réponses dans son énigmatique demi-sourire, dans son nez brisé, dans sa coiffe royale. Mais nous nous trompons. Nous cherchons au mauvais endroit. Pour entendre la véritable histoire du sphinx, il nous faut baisser les yeux, regarder son corps et les parois du fossé de pierre d'où il est né. C'est là, à ses pattes, sur les parois calcaires de la fosse, que se joue un drame qui pourrait réécrire l'histoire. L'égyptologie officielle, s'appuyant sur des preuves indirectes, date le sphinx du règne du pharaon Khéphren, vers 2500 avant JC.
4500 ans sous le soleil brûlant et les vents du désert. Tout semble concorder. Le vent et le sable sont les plus grands sculpteurs de Gizeh. Ils érodent la pierre, la polissent, créant de douces dépressions horizontales, comme des vagues sur une mer gelée. C'est précisément à cela que ressemblent les autres monuments du plateau, contemporains, des pyramides. Mais le corps du Sphinx et les murs de sa demeure racontent une toute autre histoire. Elle n'est pas écrite par des lignes horizontales de vent, mais par de profonds sillons verticaux. Fermez les yeux et imaginez-la, des torrents d'eau jaillissant du ciel. Non pas une brève averse, mais des pluies longues et incessantes qui, pendant des siècles, ont dévalé les pentes rocheuses, y creusant de profondes cicatrices, comme des larmes sur le visage d'un géant. Cette anomalie n'a été remarquée ni par un archéologue, ni par un géologue. Elle a été découverte par l'écrivain et chercheur indépendant John Anthony West dans les années 1980. Il était obsédé par l'idée que la civilisation de l'Égypte antique était bien plus ancienne qu'on ne le pensait généralement. Mais il lui manquait des preuves que la communauté scientifique accepterait. West a passé des heures à arpenter le Sphinx, examinant non pas le talent des sculpteurs, mais l'œuvre du temps. Et il a remarqué quelque chose que les autres n'avaient pas vu. Ces rainures verticales ne ressemblèrent pas à l'érosion éolienne. Absolument pas. Mais l'opinion d'un auteur n'est qu'une opinion. Il fallait un spécialiste à l'autorité incontestable. En 1990, West convainquit le docteur Robert Schoch, professeur de géologie à l'université de Boston, de se rendre en Égypte. Schoch n'avait qu'un seul objectif: réfuter rapidement et avec professionnalisme une énième théorie d'amateur. Il était persuadé d'y observer les signes typiques d'altération caractéristiques d'un climat désertique. Ce qui se produisit ensuite stupéfia le scientifique lui-même. Il s'approcha de la paroi de la fosse et passa la main sur la pierre irrégulière. C'était comme un manuel de géologie à ciel ouvert. Devant lui se dressaient les traces classiques et indéniables de l'érosion hydrique causée par les sédiments. Des chenaux profonds et arrondis, creusés du haut vers le bas. De telles traces ne sont laissées que par l'eau, par d'immenses quantités d'eau qui s'écoulent depuis des siècles, voire des millénaires. Schoch était perplexe. La géologie ne ment pas. La pierre est le témoin le plus honnête, et ce témoin prétendait avoir été tourmenté par des pluies torrentielles. Mais un problème se posait, une contradiction insoluble. Le climat du plateau de Gizeh était devenu aride bien avant l'époque du pharaon Khéphren. La dernière période de fortes pluies dans cette région, la période humide africaine, s'est achevée plusieurs milliers d'années avant J.C. Pour laisser des marques aussi profondes sur le calcaire, le Sphinx devait avoir été soumis à ces déluges préhistoriques alors qu'il était déjà une statue. Les découvertes de Schoch, présentées lors d'un congrès géologique en 1992, furent une révélation. Si le géologue avait raison, le Sphinx n'aurait pas été sculpté en 2500 avant notre ère, mais au moins entre le 7e et le 20e millénaire avant notre ère, voire bien plus tôt. Cela ne se limitait pas à un simple décalage de quelques siècles. Cela repoussait la création de ce monument grandiose à une époque obscure dont nous ignorons presque tout. Une époque où, selon les historiens, les habitants de la vallée du Nil étaient de simples chasseurs-cueilleurs primitifs, incapables de projets aussi colossaux. La communauté égyptologique accueillit cette théorie avec hostilité. Elle fut qualifiée de pseudoscience car on ignorait l'absence totale de découvertes archéologiques pour cette époque. Ni outils, ni poterie, ni inscriptions.
Un conflit s'engagea alors entre deux disciplines. D'un côté, les géologues, qui s'appuyaient sur l'histoire inscrite dans la pierre, de l'autre, les archéologues, qui se fondaient sur les artefacts fabriqués par l'homme. Et au cœur de cette tempête, il gisait là, le grand sphinx. Son corps, érodé par les traces d'une pluie oubliée, était devenu le théâtre des conflits du passé de l'humanité. La pierre racontait une histoire. L'histoire écrite par les hommes en racontait une autre. Alors, lequel des deux ment? Ou peut-être n'avons-nous tout simplement pas encore appris à décrypter leur récit? Approchez-vous. Oubliez le tumulte du monde moderne. Laissez le vent brûlant du désert emporter tout le superflu. Contemplez son visage. Le grand sphinx de Gizeh, vous y voyez la puissance, la majesté. Vous sentez les millénaires vous fixer à travers le calcaire érodé. Mais maintenant, regardez encore plus attentivement. Laissez de côté votre admiration et adoptez un regard froid et analytique. Quelque chose cloche, quelque chose perturbe l'harmonie de cette créature colossale. Le corps d'un lion, s'étendant sur 73 mètres, des pattes puissantes, un dos sculpté dans un seul bloc de pierre. C'est le corps d'un titan. Levez les yeux vers la tête, vers le visage que le monde entier connaît, et vous verrez la tête disproportionnée. Le corps d'un géant, couronné d'une tête qui semble presque enfantine par sa taille. Ce n'est pas la faute des anciens maîtres. Oh non! Eux, les créateurs des grandes pyramides, s'y connaissaient en proportion. Leur précision étonne encore les ingénieurs. Alors, quel est le problème? Cette dissonance, ce mystère visuel, n'est pas un défaut. C'est un indice, la clé d'une histoire de pouvoir, d'ambition et peut-être du plus grand acte de vandalisme symbolique de l'histoire de l'humanité. Pendant des décennies, l'égyptologie dominante a associé le sphinx au pharaon Khéphren de la 4e dynastie. Et pour cause, le monument est aligné avec sa pyramide, la 2e plus grande de Gizeh. La route menant au temple funéraire de Khéphren passe juste devant les pattes du sphinx. La logique est simple et implacable. L'ensemble du complexe est lié à un seul souverain, à un seul dessein. Le visage du sphinx est celui de Khéphren. Point final. Mais avec le temps, ce point final s'est mué en ellipse, puis en point d'interrogation, et la roche elle-même en est la cause. Les géologues étudiant le monument ont remarqué quelque chose d'étrange. La tête et le corps ont vieilli différemment. Le corps, surtout sa partie inférieure, est sillonné de profonds sillons verticaux, traces d'une érosion intense, causée selon certains par des millénaires de pluie. Quant à la tête, elle est bien mieux conservée. Elle semble appartenir à une autre époque, comme si elle avait été fouettée, plus tard, ou, plus intriguant encore, remodelée. Et voici qu'une théorie, glaçante par son audace, voit le jour. Et si la tête que nous contemplons aujourd'hui n'était pas la première du sphinx, et si elle était le fruit d'une chirurgie esthétique massive pratiquée il y a 4500 ans, imaginez. À l'origine, le monument arborait une tête bien plus imposante, proportionnée à son corps de lion. Mais le temps, ou peut-être la main de l'homme, a altéré le visage originel. Puis, un souverain ultérieur, au lieu de tenter de restaurer l'ancien, a ordonné la création d'une nouvelle tête. Une nouvelle, plus petite, sculptée dans les restes de l'ancienne, la plus imposante, la sienne. Qui a bien pu être le premier propriétaire de ce visage? Les chercheurs se tournent vers le père de Khéphren, le grand Khéops,
bâtisseur de la plus grande pyramide. Un titan dont l'ampleur de la pensée et des actes reste stupéfiante. Peut-être est-ce lui qui ordonna la sculpture d'un gardien pour sa nécropole, et ce gardien portait ses traits. Puis vint Képhren, le fils, vivant dans l'ombre de son grand-père. Sa pyramide est légèrement plus petite, sa gloire est secondaire. Que peut faire un pharaon pour affirmer sa grandeur? Construire quelque chose qui lui soit propre? Oui, mais aussi s'approprier ce qui appartenait à un autre. Réécrire l'histoire dans la pierre. Et maintenant, les ciseaux des tailleurs de pierre mordent le visage de Khéops, effaçant ses traits, réduisant sa tête pour créer un nouveau portrait. Un portrait du pharaon Képhren. Ce serait un acte d'affirmation de soi inouï. Quiconque regarderait le sphinx ne verrait plus un père, mais un fils, le nouveau maître du plateau. Un autre candidat se profile, Djedefré, le frère aîné de Képhren, qui régna entre lui et Khéops. Son règne, bref et mystérieux, est souvent évoqué par certains égyptologues qui, s'appuyant sur les caractéristiques stylistiques d'une émesse royale ornant la tête du sphinx, estiment qu'elles sont plus typiques de l'époque de Djedefré. Si tel est le cas, l'histoire se complexifie encore. Képhren n'a pas simplement remodelé le visage de son père, il a effacé à jamais l'image de son frère rival. Il ne s'agit plus d'une simple ambition, mais d'une lutte dynastique figée dans la pierre, une lutte pour l'héritage, où le vaincu n'en garde même pas le moindre reflet. Nous l'ignorons. La pierre est muette. Elle ne porte que les cicatrices des ciseaux et les marques des millénaires. Mais cette disproportion, cette différence de conservation, ces divergences stylistiques, tout cela transforme le sphinx d'un simple monument en un témoin silencieux. Témoin d'un drame familial qui s'est joué sous le soleil brûlant d'Égypte. Le drame de la façon dont un pharaon a peut-être effacé le visage d'un autre pour inscrire à jamais le sien dans l'histoire. Nous contemplons le visage de Képhren. Mais quels yeux l'ont observé depuis cet endroit? Quel regard silencieux a croisé le soleil levant sur le Nil des décennies avant d'être à jamais recouvert par un nouveau masque de pierre? Le mystère d'un visage sculpté 2 fois est plus qu'une simple énigme pour les archéologues. C'est une question éternelle sur la mémoire et l'oubli, et sur les extrémités auxquelles le pouvoir est prêt à aller pour s'assurer qu'il ne soit jamais oublié. Imaginez l'Égypte du XIVe siècle avant J.C., plus précisément vers 1401 avant J.C., à l'apogée de la XVIIIe dynastie. La chaleur est suffocante. Le soleil brûlant plane sur le désert, transformant le sable en une poussière dorée aveuglante. Dans cette brume, accompagné de ses chiens et de ses fidèles serviteurs, un jeune prince file à toute allure dans son char. Il s'appelle Thoutmôsis. Il n'est pas l'héritier du trône. Il est l'un des fils cadets du grand Amenhotep II, pharaon athlétique, terreur des ennemis de l'Égypte. Son frère aîné lui barre l'accès au trône. Mais son sang est ardent et son ambition aussi acérée que la pointe de sa flèche de chasse. La chasse le conduit sur le plateau de Gizeh. Déjà à cette époque, le lieu était antique, imprégné du souffle du temps. Les pyramides grandioses de ses ancêtres, Khéops, Képhren et Mykérinos, se dressaient vers le ciel, comme un reproche silencieux adressé au présent tumultueux. Mais l'attention du prince est attirée par autre chose. Quelque chose qui semble faire partie intégrante du désert. Une tête unique, gigantesque et érodée, émergeait de l'océan de sable infini, tel un titan englouti. Un visage familier à tous les Égyptiens,
et pourtant presque méconnaissable sous des siècles de poussière et de destruction. Le corps du colosse était enfoui sous des dunes de sable façonnées ici par les vents au fil des siècles. Le grand sphinx, gardien de la nécropole, se dressait silencieux, fasciné par le désert jadis conquis pour sa construction. Pour le jeune Thoutmôsis, il était plus un élément étrange du paysage qu'une divinité. Le midi atteignit son paroxysme. La chaleur devint insupportable. Le prince, épuisé par la poursuite, chercha l'ombre, et la seule ombre salvatrice dans ce monde brûlant était celle de la tête de pierre du sphinx. Il s'installa à son pied, dans la fraîcheur du calcaire, et un profond et doux sommeil l'envahit. Sa respiration se fit régulière, le monde des sons s'estompa. Et alors, à la frontière entre réalité et sommeil, l'impossible se produisit. Thoutmôsis voit les lèvres de pierre de l'antique statue bouger. Il entend une voix, mais elle n'est pas humaine. Elle ressemble au grondement de la terre, au rugissement d'un orage lointain, au bruissement de millions de grains de sable. La voix émane du sphinx lui-même, qui lui apparaît dans toute sa splendeur divine. Horemakhet Khepri Atum, l'incarnation vivante du soleil sous toutes ses manifestations, de l'aube au crépuscule. Et la divinité parle au prince. Elle ne le menace pas, elle se plaint. Elle parle du sable qui l'étouffe, qui entrave son corps puissant et lui cause des souffrances. « Regarde-moi, mon fils Thoutmôsis », tonne une voix dans son esprit. « Je suis ton père, Horemakhet. Le sable du désert sur lequel je repose est venu à moi. Délivre-moi de mes souffrances, exauce mon vœu et je te le rendrai. » La promesse faite en rêve était inouïe. Elle était plus tentante que tous les trésors et toutes les victoires. Le dieu sphinx ne promit à Thoutmôsis ni richesse ni longévité. Il lui promit ce que le prince n'avait jamais osé espérer, le pouvoir. « Tu recevras une couronne blanche et une couronne rouge », résonna-t-il dans son esprit. « Tu régneras sur ces terres dans toute leur étendue. Tout ce qu'il y a de meilleur dans ces deux contrées sera tien. La double couronne de Haute et Basse Égypte, le trône des pharaons. » Thoutmôsis s'éveille. Le soleil se couche déjà à l'ouest, teintant le sable de pourpre et de violet. Silence. Seul le vent remue le sable au pied de la tête de pierre. Le rêve était si vif, si réel. Les paroles du Dieu résonnent encore à ses oreilles. Était-ce une révélation divine ou un simple jeu de son esprit las donnant naissance à une vision où ses ambitions les plus profondes trouvaient un écho? Nous ignorons ce qu'il pensait à ce moment-là, mais nous savons ce qu'il a fait ensuite. Il a cru. Ou peut-être a-t-il perçu dans ce rêve une occasion unique, une occasion à ne pas manquer. De retour à Memphis, il n'oublia pas sa promesse. Devenu pharaon, contrairement à l'ordre de succession établi, Thoutmôsis IV entreprit des travaux colossaux au pied du sphinx. Des dizaines, voire des centaines d'ouvriers déblayèrent le sable qui s'y était accumulé pendant plus de 1000 ans. Ils libérèrent les puissantes pattes, la poitrine et les flancs de la bête de pierre. Des murs protecteurs en adobe furent érigés autour d'elle pour contenir l'avancée du désert. Entre les pattes, avant gigantesque du dieu libéré, Thoutmôsis ordonna l'érection d'une immense stèle de granit. Il fit graver sur elle le récit de son rêve merveilleux, afin qu'il soit conté à toutes les générations futures, comment le Dieu l'avait choisi, lui, son plus jeune fils, et lui avait accordé le trône en échange d'un acte pieux. Cette stèle, aujourd'hui connue sous le nom de stèle du sommeil, se dresse encore aujourd'hui. Elle témoigne de pierre, mais de quoi, au juste?
d'une intervention divine qui a bouleversé le cours de l'histoire égyptienne, ou d'une manœuvre politique brillante, d'un acte de propagande qui a permis à un prince ambitieux de légitimer son pouvoir aux yeux du peuple et du clergé, en présentant son accession au trône comme l'accomplissement d'une volonté sacrée? Le drame réside ici dans le fait même, dans une question à laquelle les sables de Gizeh n'ont jamais répondu. Le temps est à la fois le plus grand sculpteur et le plus grand destructeur. Après la chute de l'Ancien Empire, après l'époque des bâtisseurs de pyramides, l'Égypte sombra dans le chaos. Les dynasties se succédèrent, les capitales se déplacèrent vers le sud, à Thèbes. La nécropole de Gizeh, jadis centre du monde, devint un cimetière oublié de dieux et de rois. Et le gardien de ce cimetière, le grand sphinx, entama son lent enfouissement. Ce n'était pas une catastrophe. Il n'y eut ni tremblement de terre, ni inondation. C'était l'œuvre silencieuse et inexorable du désert. Le vent, compagnon éternel de ces terres, transporta des milliards de grains de sable venus de l'ouest. Ils se déposèrent au pied du colosse, s'accumulèrent à ses pattes et s'élevèrent le long de son corps gigantesque. Année après année, décennie après décennie, siècle après siècle. Le monument qui avait vu naître des dynasties s'enfonçait désormais dans un sommeil léthargique, recouvert d'un manteau tissé de vent et de temps. Au début du Nouvel Empire, 1500 avant notre ère, il ne restait du grand sphinx qu'une tête émergeant du sable. Imaginez la scène, une mer de dunes infinie, et en son milieu, un visage de pierre solitaire, au nez brisé, le regard tourné vers l'est avec un calme imperturbable. Pour les nomades et les rares voyageurs, c'était sans doute un étrange miracle de la nature. Les habitants l'appelaient Abu al-Hol, père de la terreur. Ils ne se souvenaient plus de qui l'avait construit ni pourquoi. Ils ne voyaient que la tête d'un dieu, enfouie jusqu'aux épaules dans les sables de l'éternité. Son corps, sa puissance, sa véritable dimension, tout cela devint légende, enfoui sous le désert. Et ainsi, cela dura des siècles. Les pharaons de la 18e dynastie firent reconstruire leurs temples à Karnak et à Luxor, leurs tombeaux dans la vallée des rois. Gizeh était sacré à leurs yeux, mais un passé lointain, le fantôme d'une gloire passée. Le sphinx attendait. Il attendait son heure, son sauveur. Et le sauveur apparut. Imaginez un après-midi caniculaire, vers 1401 avant notre ère. Le jeune prince Thoutmôsis IV, pas encore pharaon, se retrouva séparé de sa suite lors d'une chasse aux lions et aux gazelles. Le soleil tapait fort. Fatigué de la poursuite, épuisé par la soif, il chercha un abri. Et la seule ombre dans ce monde brûlant était celle d'une gigantesque tête de pierre qui émergeait d'une dune. Le prince s'installa à son pied et sombra dans un profond sommeil. Et Dieu lui apparut en songe. Ce n'était pas un simple rêve, c'était une révélation. Les lèvres de pierre du sphinx, crut le prince, s'entr'ouvrirent et il entendit une voix semblable au grondement lointain du tonnerre. La voix du dieu soleil lui-même, Oremaket Keprira Atum, dont le sphinx était l'incarnation terrestre. « Regarde-moi, mon fils Thoutmôsis, dit le dieu. Je suis ton père. Je t'accorde la royauté sur la terre, et tu porteras la couronne blanche et la couronne rouge sur le trône de Geb. Mais vois mon état. Le sable du désert sur lequel je gis m'engloutit. Il me tourmente. Exauce mon vœu, car tu es mon protecteur. Libère-moi du sable, et je ferai de toi le souverain des deux terres. » C'était un marché, un pacte divin, la couronne d'Égypte en échange du salut du dieu de pierre. Thoutmôsis se réveilla brusquement.
La chaleur de midi lui parut bien réelle, mais la voix qui résonnait à ses oreilles l'était encore plus. Il contempla le visage silencieux du sphinx. Ce n'était plus seulement un rocher étrange dans le désert. C'était son protecteur divin, son chemin vers le trône. Et le prince prêta serment. Lorsque Thoutmôsis IV monta sur le trône, il tint parole. Il lança les premières fouilles archéologiques d'envergure de l'histoire de l'humanité. Ce fut un projet colossal. Des milliers d'ouvriers, armés de houses et de paniers rudimentaires, se livrèrent à une lutte acharnée contre le désert. Ils ratissèrent le sable qui s'y était accumulé pendant plus de 1000 ans. C'était une tâche titanesque. Le sable s'effritait et le vent en apportait toujours plus. Mais le peuple, guidé par la volonté du pharaon, poursuivit obstinément son travail. Et lentement, centimètre par centimètre, le sphinx commença à revenir au monde des vivants. D'abord, ses puissantes épaules émergèrent du sable, puis son dos, semblable à l'échine d'un lion. Ses pattes avant apparurent, tendues vers l'avant, et enfin, la figure colossale entière, 73 mètres de long et 20 mètres de haut, se dévoila sous les rayons du soleil égyptien. Pour la première fois depuis des siècles, on put apprécier la véritable ampleur de ce miracle. On ne voyait plus seulement une tête, mais un être complet, sculpté dans la roche, le gardien du plateau. Pour commémorer cet événement et son mandat divin, Thoutmôsis IV ordonna l'érection d'une immense stèle de granit, la stèle du sommeil, entre les pattes du sphinx libéré. On y lisait le récit du rêve merveilleux du prince et de son serment accompli. Cette stèle se dresse encore aujourd'hui, témoin de pierre de la première grande libération du sphinx. Ainsi, grâce au rêve d'un homme, le monde retrouva l'une de ses plus grandes merveilles. Mais la victoire sur le désert fut éphémère. Le sable ne dort jamais. Et cette grande mise au tombeau n'était pas la dernière de la très longue vie du grand sphinx. Son combat contre l'éternité ne faisait que commencer. Pendant des siècles, il ne fut qu'une tête, un visage immense et buriné, contemplant seul l'est depuis un océan de sable infini. Le corps du géant reposait sous les dunes, et seules les légendes et de rares textes laissaient entrevoir quelque chose de plus profond sous ce visage de pierre. Voyageurs, caravaniers, conquérants, tous ne voyaient qu'une tête, mystérieuse, silencieuse, presque entièrement engloutie par le désert, qui, lentement mais inexorablement, reprenait ses droits. Le premier soubresaut qui perturba ce sommeil séculaire fut le tumulte de l'histoire européenne. En 1798, accompagnés de l'armée de Napoléon Bonaparte, des érudits arrivèrent en Égypte. Des hommes des Lumières, armés non seulement de fusils, mais aussi d'instruments de mesure, de crayons et d'une curiosité insatiable. Ils dessinèrent, mesurèrent et décrivirent. Leurs dessins, diffusés à travers l'Europe, révélèrent au monde ce visage émergeant du sable. Mais même eux n'essayèrent pas de creuser. La tâche paraissait titanesque et les sables de Gizeh sans fond. Ils immortalisèrent l'instant sans troubler le sommeil. La véritable prise de conscience survint plus tard. Elle ne fut pas initiée par un universitaire raffiné, mais par le capitaine génois, aventurier et chasseur de trésors, Giovanni Battista Caviglia. En 1817, plus animé par la soif de gloire et de profit que par un intérêt scientifique, il arriva au pied des pyramides. Il y vit le même spectacle que les Français, la tête du sphinx cernée par une vague de sable. Mais Caviglia, contrairement à eux, décida de creuser. C'était la guerre, une guerre entre l'homme et le désert. Des dizaines, puis des centaines d'ouvriers, armés de houses et de paniers rudimentaires,
creusaient le sable compacté depuis des millénaires. L'air vibrait de chaleur, le raclement des pelles sur la pierre, les cris gutturaux des contremaîtres et le bruit sourd des paniers remplis de sable que les garçons emportaient. C'était la musique de ce réveil. Le travail avançait à une vitesse désespérément lente. Le sable extrait pendant la journée pouvait revenir pendant la nuit, emporté par le vent. Le désert semblait refuser de lâcher sa proie. Mais Caviglia était obstiné. Mètre après mètre, ces hommes dégagèrent la cage thoracique du colosse. Et lorsqu'ils eurent dégagé l'espace entre les pattes avant géantes, ils découvrirent quelque chose d'incroyable. Une stèle de granit couverte de hiéroglyphes. C'était la fameuse stèle du sommeil, érigée par le pharaon Thoutmôsis IV en 1500 avant J.C. Une histoire y était gravée. L'histoire du jeune prince Thoutmôsis qui, chassant dans le désert, s'endormit à l'ombre de la tête du sphinx, elle aussi enfouie sous le sable, et en songe, le dieu lui-même, emprisonné dans la pierre, lui apparut. Il promit au prince le trône des deux terres d'Égypte, s'il se libérait de l'étreinte suffocante du sable. Thoutmôsis tint sa promesse, devint pharaon et fit ériger cette stèle en souvenir de son vœu. Caviglia, sans le savoir, avait imité l'exploit du pharaon. Il avait fait parler le géant pour la première fois depuis des millénaires. Et le géant raconta l'histoire de son sommeil et de son réveil. Ce fut une révélation stupéfiante, un drame né non de conjectures, mais de la pierre et du sable. Un fait plus étonnant que n'importe quelle légende. Mais même Caviglia ne put achever son œuvre. Il dégagea la face avant du sphinx, révélant sa poitrine, ses pattes et sa stèle. Mais le dos et les flancs du monstre restèrent enfouis sous le sable. Au cours des décennies suivantes, d'autres chercheurs, dont le grand Auguste Mariette, poursuivirent les recherches, mais la tâche fut ardue. Le sable progressait, les financements se raréfiaient. Le géant, après avoir émergé, menaçait de replonger dans son sommeil. Le réveil définitif et complet n'eut lieu qu'au XXe siècle. Il ne s'agissait plus d'une aventure solitaire, mais d'un effort massif et systématique mené par l'ingénieur français Émile Barrez. À partir de 1925, il consacra 11 années de sa vie à cette entreprise. 11 années d'une lutte acharnée et incessante. Un véritable chemin de fer miniature fut construit pour transporter le sable. Des milliers de tonnes furent extraites. Le monde entier suivait avec émotion les nouvelles de Gizeh. Ainsi, en 1936, les travaux furent achevés. Pour la première fois depuis des siècles, voire un millénaire, le grand sphinx se dressait devant l'humanité dans toute sa majesté colossale. Non pas une simple tête, mais un corps puissant, à la silhouette léonine, long de 73 mètres et haut de 20 mètres. Des muscles de pierre sculptés dans un seul bloc, des traces d'érosion, comme les cicatrices d'innombrables batailles contre le temps. Le géant s'éveilla. Il se débarrassa du manteau de sable accumulé au fil des siècles et fixa de nouveau l'horizon de son regard fixe. Mais le réveil apporta plus que de simples réponses. Il souleva encore plus de questions. Qui? Quand? Et surtout le pourquoi. Libéré du sable, le sphinx était prêt à protéger ses plus grands secrets avec encore plus de ferveur. Le cœur de pierre du plateau de Gizeh bat lentement, une fois par millénaire. Pendant des milliers d'années, le soleil brûlant et les étoiles froides furent là les seuls témoins du silence du sphinx. Mais au XXe siècle, ce silence fut rompu, non par le rugissement des conquérants, mais par le murmure insistant d'une question. Que cache-t-il en dessous? Que repose l'ombre éternelle sous les puissantes pattes du lion?
L'idée de chambre secrète n'est pas nouvelle. Déjà, les chroniqueurs arabes du Moyen Âge, face au Sphinx, évoquaient des passages cachés et des dépôts de sagesse. Mais le véritable moteur de cette quête est venu d'un homme qui n'avait jamais foulé le sable de Gizeh d'une pelle. Il s'appelait Edgar Cayce, le prophète endormi américain qui, lors de ses transes, entre les années 1930 et 1940, a formulé une prophétie qui est devenue une obsession pour toute une génération de chercheurs. Il parlait de la salle des archives, une chambre secrète creusée par les Atlantes survivants, renfermant des artefacts et des textes capables de réécrire l'histoire de l'humanité. Et cette chambre, affirmait-il, se situait précisément sous la patte avant droite du Sphinx. Du mysticisme, absolument. Mais ce mysticisme s'est révélé un aimant incroyablement puissant. Il a attiré au Sphinx non seulement les rêveurs, mais aussi les scientifiques munis de nouvelles technologies. Une ère s'est ouverte lorsque l'on a commencé à écouter, à radiographier et à scanner la pierre antique. L'un des premiers à tenter de transformer la légende en fait géologique fut un jeune Américain nommé Mark Lehner. Chose remarquable, ce sont les prophéties de Caïcé qui l'amenèrent en Égypte. Il y vint en croyant. Mais le sable de Gizeh possède une propriété remarquable, il dissipe les illusions, ne laissant que des faits concrets. Lehner devint l'un des égyptologues les plus respectés au monde. Mais auparavant, à la fin des années 1970, il mena une série de forages autour du Sphinx. Avec son équipe, il enfonça la foreuse dans la roche, centimètre par centimètre. Il cherchait des cavités. Il cherchait cette même salle des archives. La foreuse s'enfonçait dans la roche, vibrant, perturbant le sommeil de millénaires. Et qu'ont-ils trouvé? Plusieurs petites cavités, des grottes karstiques naturelles, des fissures dans le calcaire, pas de porte, pas de bibliothèque atlante, seulement de la pierre et un vide créé par la nature, non par l'homme. Il semblait que c'était la fin. Puis vinrent les années 1980, puis les années 1990. La technologie avait progressé. Il n'était plus nécessaire de forer à l'aveugle. Les sismographes, capables de détecter les échos souterrains, et les radars à pénétration de sol, permettant de cartographier l'invisible, firent leur apparition. En 1996, une équipe dirigée par le géophysicien Thomas Dobecki et le producteur Boris Saïd entama une nouvelle phase de recherche. Ils déployèrent un équipement sophistiqué au pied du Sphinx. Le silence du plateau était désormais rompu par le bourdonnement régulier des générateurs. Des capteurs furent placés à la surface de la roche et de légers coups de marteau, calibrés avec précision, envoyèrent des ondes de choc profondément dans la roche. Des ordinateurs traçaient des graphiques mystérieux sur des écrans, rendant la roche dense transparente, et puis, ils ont découvert quelque chose. Les données sismiques ont révélé plusieurs anomalies. La plus intrigante se situait à environ 5 mètres sous la roche, devant le Sphinx, entre ses pattes. Ce n'était pas une simple fissure. Les instruments ont mis en évidence une forme rectangulaire nette, presque parfaite. Un vide au contour géométrique parfait. Il était assez grand pour être une pièce. L'écho capté par les instruments semblait être la voix du passé que tous attendaient. La nouvelle fit l'effet d'une bombe. Les gros titres des journaux criaient au scandale. Il s'agissait peut-être de la découverte du siècle. La salle des archives de Cayce, elle était là, dessinée sur un écran d'ordinateur. Mais un autre homme entra alors en scène. Le gardien des secrets de Gizeh, l'impressionnant et inflexible Zahi Hawass, alors à la tête du service des antiquités égyptiennes. Pour lui,
toute cette recherche n'était rien d'autre qu'une hérésie, une attaque contre la science menée par des amateurs et des mystiques. Il examina les données et rendit son verdict. Ce que les Américains avaient pris pour une chambre artificielle n'était selon lui qu'une fissure naturelle dans la roche, une caractéristique géologique du plateau. Une figure que l'imagination des chercheurs avait elle-même complétée pour former un rectangle parfait. Le différend faisait rage. D'un côté, les données instrumentales pointaient vers une anomalie. De l'autre, la détermination sans faille de la communauté scientifique et des autorités égyptiennes. Pour le résoudre, une seule étape suffisait, reprendre la foreuse et forer un trou d'essai directement jusqu'au point désigné. Observer l'intérieur. Mais l'autorisation de forer ne fut jamais accordée. Le projet fut abandonné. Les autorités égyptiennes imposèrent un moratoire sur toute nouvelle exploration géologique dans la région du Sphinx. La porte, qui semblait sur le point de s'ouvrir à tout instant, se referma avec un fracas assourdissant. Et nous restâmes plantés là, devant elle. D'un côté, une carte alléchante d'anomalies, de l'autre, un mur d'interdiction. Plus d'un quart de siècle s'est écoulé depuis. La technologie a fait des progrès considérables, mais le Sphinx demeure muet. L'écho sous ses pattes reste indéchiffrable. Nous ignorons ce qu'il renferme. Une salle remplie de parchemins ou simplement une curiosité de la nature, une fissure dans la pierre que le vent a balayée pendant des millénaires. Et cette question sans réponse stimule l'imagination bien plus puissamment que n'importe quelle découverte, même la plus sensationnelle. Nous avons l'habitude de considérer le plateau de Gizeh comme un triomphe de la géométrie et l'expression de la volonté d'une seule époque, la 4e dynastie. 3 pyramides colossales, alignées en une ligne droite. Mais si l'on se place à un certain endroit et qu'on les observe du ciel, on remarque quelque chose d'étrange, un défaut presque imperceptible et pourtant indéniable. Les pyramides de Khéops et de Képhren forment une diagonale quasi parfaite. Mais la 3e, la pyramide de Mykérinos, la plus petite, est décalée par rapport à cet axe, comme si le grand architecte avait commis une erreur de dernière minute. Pendant des millénaires, ce décalage a été considéré comme accidentel ou dû à la topographie. Et si ce défaut n'en était pas un du tout, et s'il était la clé? À la fin du XXe siècle, l'ingénieur Robert Bauval, observant une carte de Gizeh puis le ciel nocturne, découvrit quelque chose qui avait échappé aux autres. Il ne vit pas 3 pyramides, il vit 3 étoiles, brillant comme des diamants sur le velours noir de la nuit du désert. La ceinture d'Orion. 2 étoiles brillantes, Al-Nitak et Al-Nilam, et une 3e, Mintaka, légèrement moins lumineuse et légèrement excentrée, exactement comme les pyramides. Coïncidence? Peut-être. Mais Bauval alla plus loin. La taille relative des pyramides correspondait remarquablement bien à la luminosité apparente des étoiles. La plus grande pyramide de Khéops, l'étoile la plus brillante, Al-Nitak. La pyramide de Képhren, la 2e plus brillante, Al-Nilam. Et la plus petite pyramide de Mykérinos, la plus faible, Mintaka. Il ne s'agissait pas d'une simple coïncidence, mais du reflet terrestre d'un phénomène céleste. Le mystère s'épaississait alors. Si les anciens Égyptiens souhaitaient dresser une carte des étoiles sur Terre, ils devaient tenir compte non seulement de leur position, mais aussi de leur orientation. Or, l'orientation du ciel étoilé n'est pas statique. Notre planète, en tournant sur elle-même, subit une lente oscillation, à peine perceptible, telle une toupie en fin de vie. Ce phénomène est appelé la précession des équinoxes, un immense cadran céleste,
où une aiguille effectue une rotation complète en près de 26 000 ans. Du fait de cette lente danse cosmique, la position des étoiles par rapport à un observateur terrestre change constamment, et c'est là que le plus étonnant commence. La position de la ceinture d'Orion dans le ciel de Gizeh, à l'époque du pharaon Khéphren, vers 2500 avant notre ère, ne correspondait pas parfaitement à celle des pyramides au sol. Pour obtenir un alignement parfait, il a fallu faire tourner la roue du temps. Les chercheurs ont alors entrepris de la faire tourner à rebours, au-delà de l'ère de Ramsès, au-delà de Toutankhamon, et plus loin encore, dans les profondeurs du temps, au-delà même de l'histoire dynastique de l'Égypte. Ils ont parcouru des millénaires, observant les constellations se déplacer lentement dans le ciel. Ainsi, à un instant précis, en 10 500 avant JC, tout s'harmonisa. La carte du ciel et celle de la Terre coïncidèrent avec une précision mathématique. Cette année-là, le jour de l'équinoxe de printemps, à l'aube, la ceinture d'Orion atteignit son point le plus bas à l'horizon sud, se reflétant parfaitement dans les 3 pyramides, mais ce n'était pas tout. Le grand sphinx, gardien du plateau, est tourné plein est, et ce matin-là, en 10 500 avant JC, il aurait contemplé la constellation naissante du lion. Le lion de pierre sur terre aurait salué son jumeau céleste, se levant à l'horizon avec le soleil. C'est une image saisissante, un projet grandiose s'étendant sur des millénaires, un plan gravé dans la pierre censé indiquer une date très précise, un âge d'or que les Égyptiens appelaient Zep-Tepi, le premier temps. Mais l'égyptologie orthodoxe accueille cette théorie avec un silence glacial, et ses arguments sont convaincants. 10 500 ans avant JC, c'est le Paléolithique, l'ère des chasseurs-cueilleurs. L'humanité, à notre connaissance, ne disposait ni des outils, ni des connaissances mathématiques, ni de l'organisation sociale nécessaire pour ériger de tels monuments. Il n'existe aucune preuve archéologique d'une civilisation aussi avancée à cette époque. Pas un seul tesson de poterie, pas une seule pointe de lance ne vient étayer cette hypothèse. Nous voici donc face à un abîme. D'un côté, une corrélation astronomique irréprochable atteste d'une antiquité inimaginable. De l'autre, une absence totale de preuves matérielles, un mur de pierre archéologique. Le sphinx est silencieux. Il est le point de rencontre de 2 réalités incompatibles. Les géologues datent les pierres qui le composent de l'époque des pharaons. Mais son regard fixé sur l'éternité semble conserver le souvenir d'un autre ciel, d'un autre temps. Quel dessein conserve-t-il? Celui du brillant architecte, le pharaon Khéphren, qui, pour une raison inconnue, a inscrit un passé si lointain dans sa création? Ou est-il le témoin d'une civilisation disparue sans laisser de traces, ne laissant derrière elle que cette carte du ciel figée dans la pierre? La vérité, comme toujours, est enfouie sous les sables du temps, et seules les étoiles, au-dessus du désert, poursuivent leur course silencieuse et éternelle. Nous pensons le connaître. 4e dynastie, pharaon Khéphren, vers 2500 avant JC. Cette date est gravée dans les manuels scolaires, presque aussi immuable que le calcaire dans lequel est sculpté le sphinx. Pratique, compréhensible, elle situe le grand gardien dans la chronologie bien ordonnée de l'histoire égyptienne. Mais si cette date n'était qu'un chapitre d'une histoire bien plus longue, et si la pierre du plateau de Gizeh racontait une histoire que nous commençons à peine à déchiffrer, approchez. Ne regardez pas son visage, ni le némès royal, ni les traces de sa barbe tombée. Regardez plus bas, son corps gigantesque, sa poitrine et ses flancs de lion, et les parois de la fosse d'où il a été sculpté. Ici,
dans la pierre est inscrite l'hérésie, inscrite par les éléments. Les égyptologues expliquent que l'érosion du sphinx est due au vent et au sable. Des millénaires de tempêtes de sable, comme du papier de verre, ont usé la pierre. Et c'est vrai, en partie. Mais observez la nature des dégâts. Il ne s'agit pas des profondes entailles dues au sable et au vent que l'on voit sur les pyramides et les tombeaux de la même 4e dynastie. Non. Ce sont des sillons profonds et verticaux, des profils lisses et arrondis, comme sculptés par d'incessants torrents d'eau déversés du ciel au fil des siècles. Cette anomalie fut d'abord remarquée non par un archéologue, mais par l'alchimiste et philosophe René Schwaller de Lubitsch au milieu du XXe siècle. Ses idées furent jugées excentriques, mais à la fin du XXe siècle, l'écrivain John Anthony West emmena un géologue sur le plateau de Gizeh. Non pas un égyptologue, mais un scientifique dont le métier consiste à déchiffrer l'histoire de la Terre à partir des pierres. Robert Schoch, professeur à l'université de Boston, passa des mois à étudier le sphinx et sa tranchée. Sa conclusion, annoncée lors de la réunion de 1991 de la Société géologique d'Amérique, fut une révélation. Schoch a affirmé que l'érosion du corps du sphinx et des parois de la fosse est un exemple classique d'altération due à de fortes précipitations. Des années de pluie torrentielle. Et voici la question principale. Quand le plateau de Gizeh a-t-il connu pour la dernière fois de telles pluies, laissant des cicatrices aussi profondes sur le calcaire? Les climatologues donnent une réponse claire. Pas à l'époque du pharaon Khéphren, car la région était déjà un désert aride. Un climat humide de ce type existait en Égypte des milliers d'années avant lui, durant une période qui s'est achevée entre le 7e et le 20e millénaire avant notre ère. Si la géologie est exacte, le corps du sphinx, son essence léonine, est des milliers d'années plus ancien qu'on ne le pensait. Il aurait pu être sculpté dans la roche bien avant la première dynastie, bien avant même l'apparition du concept de pharaon. Il aurait pu contempler un ciel constellé d'étoiles que nous ne reverrons jamais du fait de la précession des équinoxes. Il ne s'agit pas simplement d'un décalage temporel, mais d'un changement de paradigme. Cela laisse entrevoir l'existence d'une grande civilisation avancée à une époque que nous avons tendance à considérer comme un âge de pierre primitif. Et voici une autre étrangeté. Sa tête. Observez les proportions. La tête du sphinx est disproportionnée par rapport à son corps énorme et allongé. Aucun sculpteur égyptien, soucieux des canons et de l'harmonie, n'aurait commis une telle erreur. De plus, l'érosion est nettement moins importante sur la tête que sur le corps. Il semble appartenir à une autre époque. Cela donna naissance à une théorie audacieuse. Et si le sphinx avait à l'origine une tête différente, peut-être une tête de lion proportionnée à son corps, ce n'est que des millénaires plus tard, sous la 4e dynastie, qu'un pharaon, peut-être Khéphren, découvrit cette statue antique érodée par la pluie et ordonna que sa tête soit refaite à son effigie. Cela expliquerait à la fois la disproportion, les sculpteurs durent travailler avec les vestiges de la tête originale, rongée par le temps, et la différence d'état de conservation. Mais les mystères ne s'arrêtent pas à la surface. Ils s'étendent plus profondément. Depuis des siècles, des légendes évoquent des chambres secrètes sous le sphinx. Au XXe siècle, le mystique américain Edgar Cayce prophétisa que sous la patte droite du gardien se trouvait une salle des archives, préservant la sagesse d'une civilisation disparue. Fantaisie, peut-être, mais en 1997, une équipe de scientifiques a mené une étude sismique du plateau entourant le sphinx.
les instruments ont enregistré un résultat étonnant. À plusieurs mètres sous les pattes, avant du monument, des cavités parfaitement rectangulaires ont été découvertes. Des chambres artificielles. Les autorités égyptiennes ont immédiatement classifié les recherches ultérieures. La version officielle était qu'il s'agissait simplement de fissures naturelles dans la roche. Mais les sismogrammes révélaient une toute autre histoire. Des angles droits, des cavités créées par une main intelligente. La porte de cette salle des archives, réelle ou imaginaire, demeure close, sculptée par la pluie à travers l'âge, un visage qui n'était peut-être pas le premier. Et des secrets enfouis sous des pattes, au cœur de la roche. Le grand sphinx a cessé d'être un simple monument de l'ère des pyramides. Il est devenu une énigme qui remet en question notre compréhension du monde antique. Silencieux depuis des millénaires, son silence résonne aujourd'hui plus fort que n'importe quelle réponse. C'est une énigme non pas pour l'Égypte, mais pour toute l'humanité. Vent, sable, temps. Trois sculpteurs impitoyables qui, depuis des siècles, façonnent le visage de Gizeh. Leurs ciseaux ne connaissent pas la fatigue. Leur œuvre est incessante. Le grand sphinx, gardien de l'éternité, est engagé depuis sa naissance dans un combat perdu d'avance. Un combat contre le temps. Pendant des millénaires, son plus grand adversaire fut le sable. Il avançait comme une armée silencieuse, engloutissant la statue de pierre centimètre par centimètre. Quelques siècles seulement après sa création, le lion à tête de pharaon fut enseveli jusqu'aux épaules. Il se transforma en une tête solitaire, contemplant le monde depuis une mer mouvante. Puis, vers 1400 avant JC, eut lieu le premier sauvetage connu. Le jeune prince Thoutmôsis, quatrième de sa lignée, chassé à l'ombre des pyramides. Épuisé par la chaleur de midi, il s'endormit au pied de la tête gigantesque du sphinx. Et dans un rêve, le dieu lui-même, emprisonné dans la pierre, lui apparut. Le sphinx lui parla. Il se plaignit du sable qui l'étouffait et promit au jeune homme la double couronne de Haute et Basse Égypte s'il le libérait de sa captivité. À son réveil, Thoutmôsis donna aussitôt l'ordre. Des dizaines, des centaines d'ouvriers déblayèrent des siècles de sédiments jusqu'à ce que les puissantes pattes et la poitrine du sphinx voient à nouveau le soleil. En signe de gratitude, Thoutmôsis IV, devenu pharaon, ordonna l'érection d'une stèle de granit entre les pattes, relatant ce rêve merveilleux. Mais le sable revint. Il revenait toujours. Les Romains, après avoir conquis l'Égypte, contemplèrent le colosse avec une profonde admiration. Ils le nettoyèrent, érigèrent des remparts autour de lui et laissèrent des inscriptions empreintes d'admiration. Pline l'Ancien le décrivait comme une divinité locale, plus vénérée encore que les pyramides. Mais l'Empire s'effondra. De nouvelles religions remplacèrent les anciens dieux, et le sphinx replongea dans son sommeil sous les dunes. Pendant des siècles, il ne fut plus qu'une légende, une tête gigantesque émergeant de la terre. Les chroniqueurs arabes le nommèrent Abu al-Hol, père de la terreur. Son visage érodé par le vent inspirait à la fois terreur et fascination. C'est à cette époque, en 1378, selon la chronique d'Al-Makrizi, qu'un fanatique soufi, furieux du culte voué à l'idole par les paysans, brisa le nez de la statue dans un accès de rage. Ce coup porté par l'homme se révéla plus terrible que des siècles d'érosion. Une nouvelle ère dans la lutte contre le temps commença en 1798. L'armée de Napoléon Bonaparte débarqua en Égypte. Des scientifiques accompagnaient les soldats. Ils mesurèrent, dessinèrent et rédigèrent des descriptions.
Leurs crayons et leurs plumes révélèrent pour la première fois à l'Europe l'image véritable et non mythique du sphinx. Mais même eux ne voyaient que la tête et le cou. La révélation complète restait à venir. En 1817, l'Italien Giovanni Caviglia entreprit les premières fouilles d'envergure. Il dégagea toute la façade du monument, redécouvrant la stèle du sommeil de Toutmosis et les vestiges d'un temple antique. Mais ce n'est qu'un siècle plus tard que la lutte contre le sable prit fin. En 1925, l'ingénieur français Émile Barrez commença les travaux qui allaient occuper 11 années de sa vie. 11 années d'une lutte acharnée et incessante. Les ouvriers, tels des fourmis, emportèrent des tonnes et des tonnes de sable, et le monde entier retint son souffle. Centimètre après centimètre, la structure gigantesque renaquit de ses cendres. Ainsi, en 1936, pour la première fois depuis des centaines, voire des milliers d'années, le grand sphinx se dressa devant l'humanité dans toute sa splendeur originelle. La victoire semblait acquise, mais ce n'était qu'une illusion. Libéré de l'étreinte protectrice du sable, le sphinx se retrouva sans défense face à de nouveaux ennemis, bien plus insidieux. Les eaux souterraines chargées de sel commencèrent à remonter, imprégnant le calcaire de l'intérieur. À la surface, le sel cristallisa, rongeant la pierre antique comme un cancer. Le smog âcre de la ville, en pleine expansion du Caire, se déposa sur sa surface telle une pluie acide. La chair de la pierre commença à se détacher et à s'effriter. L'agonie avait commencé. Dans les années 1980, des restaurateurs désespérés se sont précipités à la rescousse. Mais leurs méthodes se sont révélées désastreuses. Ils ont utilisé du ciment moderne, qui a créé une croûte impénétrable à la surface du sphinx. L'humidité s'est retrouvée emprisonnée à l'intérieur. La pierre a cessé de respirer. La détérioration n'a fait que s'accélérer. En quelques années seulement, les dégâts ont été plus importants que durant les décennies précédentes. La bataille était presque perdue. C'est seulement alors, au bord du précipice, que la compréhension s'est imposée. Il fallait sauver cette merveille antique par des méthodes ancestrales. Une nouvelle équipe de restaurateurs, menée par Zahi Hawass, entreprit un travail minutieux. Ils retirèrent les remplissages de ciment et les remplacèrent par un mortier de calcaire, identique à celui utilisé à l'époque des pharaons. Ils mirent en place un système de surveillance permettant de suivre la moindre fissure, la moindre variation d'humidité. Aujourd'hui, le Grand Sphinx est bien plus qu'un simple monument. C'est un patient perpétuellement en soins intensifs. Chaque matin, il accueille non seulement les rayons du soleil, mais aussi le regard attentif des scientifiques, des restaurateurs et des conservateurs. La lutte contre le temps est sans fin. Elle ne s'achèvera jamais. C'est un combat quotidien, voire horaire, pour le droit, pour chaque nouvelle génération, de contempler le reflet de l'éternité dans ses yeux de pierre. Nous voici au terme de notre voyage, mais pas au terme de l'histoire. Ici, sur le plateau de Gizeh, sous un soleil qui a vu naître et mourir des empires, l'air s'épaissit. Il est imprégné non pas de la poussière des siècles, mais du poids des réponses tues. Devant nous se dresse le grand sphinx, et il est silencieux. Nous avons parcouru des labyrinthes de papyrus et d'inscriptions sur les murs des tombeaux. Nous avons entendu les voix d'Hérodote, de Pline et des sages arabes, chacun tentant de percer son énigme. Nous avons vu le sable aller et venir, ensevelissant le colosse jusqu'au cou, ne laissant émerger que cette tête éternelle et inhumaine. Chaque génération l'a redécouvert, l'a exhumé et, se tenant à ses pattes, s'est posé les mêmes questions.
L'égyptologie officielle, fruit de décennies de recherches méticuleuses, nous l'affirme avec clarté et précision. Le sphinx est l'effigie du pharaon Khéphren, bâtisseur de la seconde pyramide. Son visage, bien qu'érodé par le temps, conserve une ressemblance frappante avec les statues en diorite de ce souverain de la 4e dynastie. Son emplacement, son orientation, les temples qui le précédaient, tout concorde avec un complexe funéraire unique créé vers 2500 avant JC. C'est une théorie logique, cohérente et convaincante. Elle explique presque tout. Presque. Mais le drame, comme chacun sait, naît des faits. En voici un. Observez le corps du sphinx. Non pas la tête, mais le torse du lion lui-même, sculpté dans un seul bloc de pierre. Et regardez les parois de la carrière qui l'entourent. Vous y verrez de profonds sillons verticaux, comme creusés par des cours d'eau. Les géologues, qui lisent l'histoire non pas dans des hiéroglyphes mais dans les strates de la pierre, examinent ce calcaire et affirment « Cette érosion n'est pas le fruit du vent qui laisse des marques horizontales et stratifiées. Elle est le résultat de pluies torrentielles qui se sont abattues sur cette pierre pendant des millénaires. Mais quand de telles pluies sont-elles tombées en Égypte? Le climat avait changé bien avant Khéphren. Pour laisser de telles marques sur la roche, il aurait fallu non pas les tempêtes de sable du désert, mais le climat humide de la savane. Une ère qui s'est achevée des milliers d'années avant les pharaons de la 4e dynastie. Ce n'est pas une légende, c'est la géologie. Et ce fait introduit une dissonance assourdissante dans l'harmonieuse mélodie de l'histoire officielle. Non, cela ne la réfute pas. Cela soulève la question. Khéphren n'aurait-il pas pu créer le sphinx de toutes pièces, mais simplement le remodeler? Trouver une statue existante, beaucoup plus ancienne, peut-être à tête de lion ou de chacal, et lui donner un visage, la rénovant ainsi pour son lieu de repos éternel? Silence. Les anciens Égyptiens eux-mêmes semblent avoir perdu la trace de ses origines. Prenons l'exemple de la célèbre stèle d'inventaire découverte à Gizeh. Certes, la plupart des érudits la datent de la basse époque, près de 2000 ans après Khéphren, la considérant davantage comme un texte religieux que comme une chronique historique. Mais lisons attentivement les lignes. Elle raconte que Khéops, le père de Khéphren, aurait trouvé le sphinx déjà existant, enfoui sous le sable, et l'aurait simplement restauré. Pour les Égyptiens de la 26e dynastie, le sphinx était déjà un mystère depuis des temps immémoriaux. Ils le contemplaient avec la même fascination et la même perplexité que nous. Silence. Voici un autre fait. Le prince Thoutmôsis, le futur pharaon Thoutmôsis IV, s'endormit un jour à l'ombre du sphinx. En rêve, le dieu lui-même, incarné dans cette statue, lui apparut et lui promit le trône d'Égypte en échange d'une faveur, le libérer du sable. À son réveil, Thoutmôsis tint sa promesse, il déterra le sphinx et érigea une stèle entre ses pattes, la stèle du sommeil, où il consigna cette histoire. Remarque, même pour le pharaon du Nouvel Empire, 1000 ans après Khéphren, le sphinx n'était pas un simple monument à un ancêtre, mais une divinité indépendante et puissante, capable de décider des destins. Une divinité dont le véritable nom et l'origine étaient déjà perdus dans la nuit des temps. Les Égyptiens l'appelaient Oremmaquet, Horus à l'horizon. Mais c'est le nom d'un dieu. Et quel était le nom de la statue elle-même, de ses bâtisseurs? Silence. Nous voilà donc seuls face à lui. 4500 ans d'histoire officielle, et peut-être plusieurs milliers d'autres avant cela,
gravée dans la pierre, une tête disproportionnée par rapport au corps, ce qui ne fait qu'attiser la controverse. L'absence totale d'inscription proclamant « Moi, Képhren, j'ai créé ceci ». Pas une seule. Tous les indices sont indirects, fondés sur le contexte, le style, la logique. Mais le sphinx défie notre logique. Il est un grand point d'interrogation, gravé dans la balance de l'éternité. Il ne détient pas un secret. Il est le secret. Son érosion n'est pas destruction, mais un texte que nous ne pouvons encore déchiffrer. Son visage abîmé n'est pas un défaut, mais un refus de fournir des réponses simples. Il a tout vu, la naissance de la civilisation sur les rives du Nil, les armées d'Alexandre et de César, la venue des prophètes, l'ascension et la chute des califats, les ingénieurs de Napoléon, les archéologues du XXe siècle, et à toutes nos théories, hypothèses, débats et découvertes, il ne répond que par ceci, un silence infini de pierre omniscient, un silence plus assourdissant que tous les mots, un silence qui ne met pas fin à l'histoire, mais nous contraint à la recommencer sans cesse.